Bonsoir, 2025 aura été une année intense, marquée par des moments d'unité, d'émotion et de rayonnement international pour la principauté. Une année où Monaco a une fois de plus démontré sa capacité à conjuguer tradition, engagement et ambition. Moment choisi, extrait, voici la rétro de l'année. En 2025, le Rocher célébrait un anniversaire historique, les 20 ans de règne du prince Albert II. 2 décennies d'action, d'ouverture au monde et de défense des océans notamment. 20 années d'une souveraineté tournée vers l'humain, l'environnement et l'équilibre délicat entre modernité et héritage. 20 ans qui ont façonné la principauté, transformant des ambitions en réalité, des idées en actions concrètes pour les générations futures. Le 19 juillet, en plein cœur de l'été, les festivités ont donné lieu à de beaux moments de communion entre la communauté monégasque et la famille princière. Tout ce que je fais chaque jour, que ce soit ici, à Monaco ou dans des enceintes internationales, dans la solitude de mon bureau ou sur des mers lointaines, je le fais pour vous. Une déclaration aux Monégasques et à sa famille également, au premier rang desquels la princesse Charlène qui, une semaine plus tôt, au gala annuel de la Croix-Rouge, avait réaffirmé au prince Albert II tout son soutien en cette année des 20 ans de son accession au trône. You know that I'm always by your side, along with the Monegasques. We are standing with you, with all our hearts to protect Monaco and its future. Under your leadership. We love you, we support you, and we thank you for always being there for us. Respeito giusci do nostro paese, se ridaventu, me ne pavaiu. Des moments privilégiés qui ont trouvé un prolongement lors de la fête nationale le 19 novembre, l'une des dates, si ce n'est la plus importante date du calendrier monégasque, où, comme le veut la tradition, tout Monaco séparé de rouge et blanc, un rendez-vous immuable au cœur duquel la famille princière apparaît comme ce fil continu reliant le passé, le présent et les lendemains à écrire. Une journée d'unité, d'émotion, mais aussi de reconnaissance pour tous ceux qui œuvrent à la vie du pays. Mais l'année 2025 aura aussi débuté par la gravité, par un profond moment de tristesse, avec le décès soudain de Didier Guillaume le 17 janvier. Drapeau en berne, chapelle ardente et des obsèques nationales en la cathédrale en présence du président français Emmanuel Macron auront permis de rendre un hommage digne et solennel au ministre d'État avant qu'il ne soit inhumé dans sa Drôme natale. Nous ressentons déjà l'intensité de la marque laissée par Didier Guillaume dans la vie institutionnelle et politique de notre pays. Répondant pleinement à mes attentes, il a su tracer un nouveau chemin. Quelques mois plus tard, après un intérim assuré par Isabelle Béraud-Amadei à la tête du gouvernement, un nouveau chapitre s'ouvre. Le 21 juillet, le nouveau ministre d'État prête serment. Il s'agit de Christophe Mirmand. Lors de sa première interview sur Monaco Info, il expose sa méthode, inscrire son action dans la continuité tout en répondant aux défis de demain. Mon rôle sous l'orientation du souverain, c'est de porter la parole du gouvernement, de permettre à celui-ci de travailler de façon collégiale pour permettre d'avoir une vision également transversale de l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en œuvre au niveau de la principauté. C'est de pouvoir incarner les orientations que le prince souverain souhaite fixer pour la principauté et de pouvoir les décliner à l'échelle du territoire monégasque. Présenté. En 2025, c'est aussi l'année où la principauté a accueilli la visite d'État du président français Emmanuel Macron le 7 juin. Une rencontre sur fond d'un engagement commun pour la protection des océans, un engagement qui s'est traduit aussi par, en parallèle de cette visite, l'organisation à Monaco du BEF, le Blue Economy and Finance Forum, puis avec la participation monégasque à la conférence de l'UNOX sur les océans le 9 juin à Nice.
On est tous redevables à Son Altesse Sérénissime au titre de tous les travaux qu'il a menés depuis 20 ans, de la fondation, mais l'organisation de ce sommet ici à Monaco pendant 2 jours, Son Altesse Sérénissime a été formidable parce qu'il a été très précis, très bref à l'ouverture de ce forum et très convaincant. Sur la scène internationale, 2025 a également marqué un tournant diplomatique. Monaco a pris part au Concert des Nations au mois de septembre lors de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, en marge de laquelle la principauté a officiellement reconnu l'État de Palestine, une prise de position qui souligne l'importance d'un engagement pour la paix et le dialogue. La position de Monaco a toujours été claire sur ce sujet. Nous avons soutenu dans toutes les enceintes internationales le but ultime qui est une solution à 2 États, l'État Israël et la Palestine, qui vivent côte à côte, en paix et en sécurité. À l'international toujours, le prince Albert II s'est rendu en visite officielle au Paraguay au mois de novembre, à l'invitation du président Santiago Peña. Il s'agissait de la première visite du souverain monégasque dans ce pays d'Amérique du Sud de plus de 7 millions d'habitants. Accueilli avec les honneurs militaires, le prince Albert II a multiplié les rencontres sur place afin de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la principauté et le Paraguay, où il a été notamment amené à découvrir une installation impressionnante, la centrale hydroélectrique d'Itaipú, située sur le Rio Paraná, à la frontière du Brésil et du Paraguay, et qui figure parmi les plus puissantes au monde. Et c'est ensuite au Brésil que le prince souverain a poursuivi ce déplacement sud-américain pour y prendre part à la COP30, l'occasion de réaffirmer l'engagement de la principauté dans toutes les grandes enceintes internationales où les enjeux climatiques mondiaux sont évoqués, annonçant à Belém un doublement du financement international pour l'action climatique d'ici 2028 et un engagement de réduction des gaz à effet de serre de 67,6% d'ici 2035. 2025 restera aussi comme l'année de l'exposition universelle d'Osaka, où Monaco a brillé avec une présence très remarquée et une vitrine internationale unique pendant 6 mois, au cours desquels 28 millions de visiteurs ont découvert le site, alors que le pavillon de Monaco a fait 5,25% de ce chiffre total, en accueillant presque 1 525 000 personnes. Le couple princier est venu se recueillir avant d'assister le 18 mai à la messe inaugurale du nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV. À Monaco, un tournant architectural et culturel, un peu plus d'1 an après l'inauguration du collège Charles III à proximité. Le mois de décembre 2025 aura été marqué par l'ouverture de la nouvelle médiathèque, un bâtiment moderne, ouvert, un nouveau pôle de vie et de savoir pour tous les monégasques. La culture du savoir qui s'épanouit à travers l'effervescence artistique qui anime la principauté. J'ai le plaisir de vous annoncer que le prochain directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est Madame Nathalie Stutzmann. Avec l'arrivée annoncée en décembre de Nathalie Stutzmann à la tête de l'OPMC, une nouvelle page s'ouvre pour l'orchestre qui était jusqu'à présent dirigé par Kazuki Yamada. C'est un orchestre qui m'a toujours touché. On en avait parlé ensemble lors de certaines interviews. Et quand il y a cette connexion, je pense qu'il faut essayer de continuer la collaboration et de faire quelque chose. Ce sont des musiciens qui aiment la musique, qui aiment faire leur travail et qui, chaque jour, ont envie de faire mieux. Et quand on sent, en tant que chef, un orchestre qui a envie de faire ce travail, alors on sait qu'on peut créer des choses formidables. Au chapitre culturel toujours, des expositions majeures ont marqué la saison. La première, Couleur, aura illuminé le Grimaldi Forum avec plus d'une centaine d'œuvres du Centre Pompidou présentées, dont des toiles d'une 30aine d'artistes majeurs, comme Jean-Michel Basquiat, Pablo Picasso, Modigliani, Henri Matisse ou bien encore Vassili Kandinsky.
À quelques pas de là, les Napoléons ont investi eux aussi le Grimaldi Forum pendant l'été. Leurs destins croisés avec Monaco ont été mis en lumière à travers près de 200 objets rares, archives, œuvres d'art, révélant les liens parfois méconnus entre les dynasties Bonaparte et Grimaldi. Les années Coco Chanel au nouveau musée national de Monaco ont dévoilé un patrimoine riche et inspirant en explorant la production foisonnante de Gabrielle Chanel dans le contexte spécifique de la Côte d'Azur des années 20, en s'appuyant sur une sélection de créations textiles et d'œuvres d'art emblématiques de cette décennie. Nous nous sommes consacrés aux années 20, aux années folles, qui sont en fait une décennie assez exceptionnelle pour Coco Chanel. C'est vraiment le moment où tout se met en place, de sa ligne, de cette allure Chanel, son travail sur les matériaux souples, la création du sportswear, jusqu'à les influences russes, qui sont très caractéristiques de cette décennie-là, mais aussi la création des parfums, toujours sur la Côte d'Azur, à Grasse. 100 ans après sa création, L'Enfant et les sortilèges, fantaisie lyrique de Maurice Ravel sur un livret de Colette, a été rejoué à l'Opéra de Monte-Carlo cette année. Cette œuvre magique qui a vu le jour ici en 1925 et qui explore le monde des adultes à travers les yeux d'un enfant capricieux dont les objets et animaux se rebellent, a été un beau succès salué par la critique. 2025, une année de danse aussi sous l'impulsion des ballets de Monte-Carlo. Sous la direction visionnaire de Jean-Christophe Maillot, la compagnie a continué d'explorer les frontières de la création avec des projets éducatifs marquants comme Chorévoix, rendant la danse accessible. Mais l'événement phare de cette toute fin d'année a été sans conteste la présentation de Ma Bayadère, où il nous plonge au cœur d'une histoire universelle, celle des passions et des trahisons, une relecture contemporaine et personnelle du ballet classique, La Bayadère de Marius Petipa. C'est une musique qui vous rentre dans l'oreille. Et pour tous les danseurs encore aujourd'hui qui ont fait une formation de danse académique, on a tous eu dans l'oreille quotidiennement cette musique parce qu'elle est très souvent jouée dans les cours, dans les répétitions, quand on fait des concours, quand on fait des examens, il y a toujours les variations de la Bayadère. Et je me suis dit surtout, raconte cette histoire parce que ça va être l'occasion pour toi comme une sorte d'exutoire de tout ce que j'ai vécu dans la danse depuis maintenant plus de 50 ans. Game, set, match. Vacherot. 2 sets to 1. Valentine Vacherot. 2025 aura été une année exceptionnelle pour le sport monégasque, avec cet exploit tout d'abord. Valentin Vacherot, victorieux au Masters 1000 de tennis de Shanghai, une performance historique en octobre et qui lui vaudra un retour triomphal au Monte-Carlo Country Club. Je réalise, je pense, à un quart, même pas la moitié encore. Et je pense que pour le moment, c'est bien comme ça. J'ai encore sur le petit nuage et ça me fait profiter de tous ces moments avec tout le monde. Cette victoire puis sa fin de saison auront permis à Valentin Vacheron d'intégrer le top 30 du tennis mondial. Et c'est à tout le tennis monégasque qu'a souri 2025, puisqu'en Coupe Davis, l'équipe nationale a joué contre Chypre en septembre dans un barrage d'accession au groupe 1 et en s'imposant 3-1, c'est ainsi qualifié pour les playoffs du groupe 1 qui se disputeront en février 2026. Et enfin, un autre tennisman monégasque est entré dans l'histoire cette année. Romain Arnaud a remporté le tournoi en double du Rolex Monte Carlo Masters avec son partenaire français Manuel Guinard, devenant ainsi le premier monégasque à gagner ce prestigieux tournoi ATP Masters 1000. La paire s'est imposée en finale face aux Britanniques Julian Cash et Lloyd Glasspool après une remontée spectaculaire. Au final, c'est un peu particulier comme sentiment, mais là, j'arrive pas à y croire parce que sur la fin, ça se goupille pas très bien. J'ai eu peur qu'on perde encore et j'ai eu peur d'être vraiment triste pendant très longtemps. Et là, en fait, c'est un sentiment d'apaisement et de plénitude qui, je sais, va durer jusqu'à la fin de mes jours.
En mer, Monaco s'est illustré également. Pierre Casiraghi a mené le Yacht Club de Monaco à une victoire historique lors de l'Admiral's Cup. Son équipage, avec celui de Peter Harrison sur Jolt 3, a remporté le classement par équipe devant des clubs prestigieux, marquant un exploit exceptionnel pour la principauté. Ça fait 1 an qu'on s'entraîne, qu'on a préparé ce projet. Donc voilà, c'est difficile à croire. À un moment, on ne sait plus trop. Et voilà, il y a cette fatigue vraiment, encore une fois, qui est très là, très présente. Donc c'est vraiment beaucoup de joie. Et puis petit à petit, voilà, ça rentre et vous réalisez, ok, on l'a fait. Et puis de voir la coupe la première fois, de pouvoir la toucher, de lire les noms de ces bateaux qui ont marqué cette compétition fantastique. Voilà, c'est incroyable. Là encore aujourd'hui, je voyais, on a gravé la coupe, voir Monaco dessus. Le prince a pu coller la pièce, l'Euro de Monaco dessus. Voilà, chaque pays qui a gagné a collé une pièce. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions. 44, c'est le nombre de médailles glanées par Monaco aux Jeux des petits États d'Europe en Andorre. Un record pour la délégation rouge et blanche représentée par plus de 120 athlètes dans différentes disciplines. 16 médailles en or auront été remportées lors de cette compétition qui a lieu tous les 2 ans. Monaco accueillera d'ailleurs cet événement en 2027 pour la 3e fois de son histoire. En rugby à 7, c'est un sans faute pour les équipes monégasques cette année. L'équipe nationale de la Fédération monégasque de rugby a été médaillée d'or en Andorre aux Jeux des petits États. Quelques semaines plus tard, les monégasques sont devenus champions d'Europe. Et grâce à ce titre, Monaco acte son retour en Trophy Series, la 2e division européenne. Un mois plus tard, les seniors ont été imités par les moins de 18 ans, sacrés à Budapest. La jeune garde monégasque confirme que le rugby en principauté vit l'une des périodes les plus brillantes de son histoire. Sans compter l'équipe du MR7, dont le parcours dans l'Inextinso Super Sevens 2025 a été exceptionnel, avec 2 victoires en 3 étapes et une qualification pour la grande finale à Paris, la Défense Arena en février 2026. Les rugbymen monégasques ont frôlé le triplé en atteignant la finale de la 3e étape à Pau, affirmant ainsi leur statut de favori pour le titre après leur victoire en 2022. D'un sport collectif à l'autre, en basket, la Roca Team est allée encore un cran plus loin en se hissant en finale de l'Euroleague. Finale perdue, mais finale tout de même. La première de son histoire dans cette compétition. Puis finale de Betclic Elite en juin. Enfin, du côté de la SMFC, la saison 2024-2025 aura coïncidé avec le centenaire du club et le retour sur la scène européenne avec des hauts et des bas, mais une belle 3e place au classement de Ligue 1 derrière le PSG et l'OM. Après un changement d'entraîneur, Sébastien Pocognoli ayant pris la suite d'Adi Hutter en octobre dernier, le club, en cette fin d'année, s'est éloigné de la tête du classement du championnat, mais il est toujours en course en Ligue des Champions. Elle a quant à elle offert sa première médaille de bronze à Monaco en championnat du monde. En natation, Lisa Pou a décroché une superbe 3e place aux mondiaux de Singapour. Ça représente beaucoup de travail, pas seulement pour moi. Je ne suis pas seule à m'entraîner. Il y a des personnes autour de moi qui s'entraînent aussi dans le même groupe. Mais voilà, cette médaille signifie beaucoup et me permet aussi de remercier les personnes en fait, qui m'ont aidée jusqu'ici. Ce n'était pas la place qu'il visait, mais dans le sport automobile, un monégasque est encore monté sur un podium. Charles Leclerc a fini 2e du Grand Prix de Formule 1 derrière Lando Norris. Et des tarmacs brûlants du circuit de F1 à l'asphalte parfois plus fraîche des routes du rallye Monte-Carlo, il n'y a qu'un pas. C'est Sébastien Ogier qui l'a emporté en janvier 2025. En cyclisme, Victor Langelotti a brillé lors du Tour de Pologne. Il est devenu le premier monégasque à gagner une étape World Tour et a fait coup double en s'emparant aussi du maillot jaune. Il terminera au final 5e, mais cette performance représente le plus beau succès de sa carrière et un tournant majeur pour lui et le cyclisme monégasque. J'espère continuer à marquer l'histoire du sport monégasque, porter haut les couleurs de la principauté. Et voilà, c'est toujours une fierté immense pour moi de défendre les couleurs de mon pays, donc je vais continuer à faire ça du mieux possible.
Difficile d'évoquer tous les performeurs monégasques de l'année, tant ils sont nombreux dans le domaine du sport, mais il est important de souligner que tous ces exploits ont été réalisés alors que Monaco était en 2025 capitale mondiale du sport et que l'on célébrait cette année les 40 ans de l'enceinte iconique du sport à Monaco, le Stade Louis II. Le bâtiment le plus fréquenté par la population monégasque est tout simplement un bâtiment qui représente qui est posé sur 3 hectares et qui représente 145 000 mètres carrés de plancher. Je crois que c'est un des plus gros bâtiments publics de Monaco. Monaco qui sait aussi rendre hommage au sport international en accueillant sur son sol des cérémonies de prix annuelles prestigieuses comme celle des World Athletics Awards ou lors de la remise de l'incontournable Ballon d'Or à Paris cette fois, au cours de laquelle la princesse Charlène a remis le prestigieux prix Socrates récompensant la fondation Xana de Luis Enrique pour son engagement auprès des enfants malades et elle a souligné l'importance du sport comme vecteur de paix, d'éducation et de cohésion sociale en phase avec ses propres actions pour la jeunesse et la santé. As former Olympians, the Prince and I share the vision of the exemplary and educational importance of sports. We hope that by promoting sports, the corresponding values contribute to a more balanced development of the youth. 2025, une année où Monaco a affirmé son identité engagée, culturelle, sportive, tournée vers l'avenir. Une année que nous avons pris plaisir à vous faire vivre sur Monaco Info, devant votre écran, sur nos réseaux sociaux, avec toutes les équipes qui se relaient au quotidien pour vous permettre de suivre l'actualité de la principauté. Cadreurs, preneurs de son, monteurs, diffuseurs, chargés de production, journalistes, community managers. Merci de votre fidélité à tous. Nous vous souhaitons une très belle année 2026 sur Monaco Info.